Nouvelle menace tarifaire. Faut-il tenir tête à Donald Trump? Ottawa et les provinces à la recherche de solutions. Our integrity is intact as a country. There is not a chance in hell that U.S. alcohol is going back on the shelf. Itinérance à Longueuil, un campement sur un terrain privé bientôt démantelé. J'étais surpris, ça fait 3 ans moi je suis ici. C'est les courtiers immobiliers à côté qui font l'éviction. Et très peu de musique québécoise dans nos oreilles. Ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux qui gèrent les algorithmes. La place pour la musique québécoise n'est pas vraiment mise de l'avant sur ces réseaux-là. Et les 22 heures, c'est l'heure de Nouveau Info. Bonne fin de soirée tout le monde. Près de 21 000 foyers sont présentement dans le noir en raison des forts vents. Il y a encore, à l'heure où on se parle, des risques d'orages violents qui planent sur le sud du Québec. Les alertes rouges de tornades ont toutefois été levées pour les secteurs d'Ottawa et de Mont-Tremblant, mais il semble qu'une possible tornade ait frappé la municipalité de Harrington dans les Laurentides à l'ouest de Saint-Sauveur. Et on en discute avec Mathieu Lucier, chasseur de tempêtes. Bonsoir, Monsieur Lucier. Bonsoir. Bon, là, ça a brassé dans les Laurentides à Harrington peu avant 17h30. Vous, est-ce que vous étiez dans la tempête ou vous suiviez la tempête, là? Bien, nous, on était positionnés en Ontario parce qu'on voyait les orages qui remontaient. Puis on le savait qu'aujourd'hui, avec le NADOCAS, un système qui donne un peu d'analyse des risques de tornades pour la journée. Donc, on savait que du côté de l'Ontario, on avait un 2 de chance de tornade et que dans le secteur où on était, le secteur de la chute, Grenville, il y avait un 3 de chance de tornade pour la journée. Bon. Alors, si je comprends bien, là, ça a plutôt tombé dans les Laurentides. Vous vous êtes rendu sur place à Harrington. Qu'est-ce que vous avez constaté? Bien, aussitôt qu'on est arrivé au coin de chemin Rivière-Rouge et chemin Harrington, on a vu qu'il y avait plusieurs poteaux électriques qui étaient couchés sur la chaussée. Il y avait des arbres qui étaient brisés un peu partout. Ça, c'est la première chose qu'on a vue en premier. Et par la suite, on a continué notre petite enquête sur le chemin Rivière-Rouge. Puis là, on a vu que là, on avait un secteur boisé qui était complètement détruit par la tornade, possiblement. Mais quand on voyait les dommages, pour nous, c'est clair qu'il y a eu une tornade, mais c'est Environnement Canada ou Tornado Norton Project qui vont confirmer le tout. Bon. C'est quand même une occupation assez hors de l'ordinaire. Donc, ça fait quoi exactement, assez rapidement, un chasseur de tornades? Bien, dans le fond, un chasseur de tornades, c'est qu'on fait nos propres prévisions. Ensuite, on va dans le secteur où ça pourrait être touché. Donc, nous, on est comme là les premiers à arriver sur les lieux. Un peu en suspens. Donc, pour aller voir les gens, s'ils sont corrects. Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager ces moments avec nous. Bonne soirée. Bien, ça me fait plaisir. Bonne soirée. Il y a aussi les droits de douane qui monopolisent une fois de plus l'attention au Conseil de la Fédération à Charlottetown et dans la communauté d'affaires. 24 heures après l'annonce d'une surtaxe de 50 % sur des dizaines de produits canadiens, Ottawa veut miser sur la négociation avec les États-Unis et sur l'unité canadienne. L'Ontario propose de répliquer dollar pour dollar et le Québec n'a pas l'intention de sacrifier la gestion de l'offre en agriculture. Les comptes rendus de Sabrina Rivet et de Lily Mercure. I love Canada. I love the people of Canada. Many friends that live in Canada, but their leadership from Trudeau to the current leadership, I mean, in all fairness to them, they need us to survive. Without us, there's no way they can survive. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est Donald Trump qui a accusé le Canada de traiter de manière injuste les États-Unis, et ce, depuis une cinquantaine d'années. Alors, c'est lors d'une rencontre avec le président libanais dans le bureau ovale qu'il a tenu ces propos. Et justement, pour justifier cette menace de tarif de 50 % qui plane sur le Canada, il a dit que c'est une façon de répondre à la façon dont le Canada traite les agriculteurs et les gens. Et aussi, ce qui est fascinant aujourd'hui, c'est que les journalistes lui ont posé une question, à savoir si les nouveaux droits de douane de 50
était liée à la fumée des feux de forêt qu'on a vu au cours des dernières semaines aller de l'autre côté de la frontière. Et Donald Trump, ce qu'il a répondu, il a dit « Nous examinons séparément cette question-là ». Alors, si on récapitule au niveau des produits qui sont visés par les droits de douane de 50 %, on parle notamment des produits laitiers, les articles de sport, dont les bâtons de hockey, parfums, ciment, vin et meubles. Et bien sûr, c'est un coup dur notamment pour des entreprises québécoises. On veut maintenir un accord avec les 3 pays. Donc, il y a des chaînes d'approvisionnement qui sont hautement intégrées. On ne peut pas changer ça du jour au lendemain. Et aussi, là, au niveau provincial et fédéral aussi, mettre des mesures d'aide là, qui sont ciblées, qui sont temporaires, mais qui viennent justement soutenir les secteurs là, qui sont durement touchés par ces tarifs-là. C'est beaucoup d'instabilité, beaucoup d'imprévisibilité. Puis ce dont ils ont besoin, c'est de la prévisibilité. C'est donc encore une fois un coup dur pour les entreprises, que ce soit au Québec, mais également au Canada. Les menaces tarifaires de 50 % du président Donald Trump ont monopolisé la première journée du Conseil de la Fédération qui se déroulait du côté de Charlottetown à l'île du Prince-Édouard. Le premier ministre Mark Carney, qui s'est exprimé depuis la colline parlementaire à Ottawa, dit avoir parlé au président Trump ce matin. Ottawa évalue présentement toutes les options pour protéger l'économie canadienne. Je viens de discuter avec Monsieur le Président des États-Unis ce matin et nous sommes d'accord d'intensifier nos négociations pendant les prochaines 2 semaines. La première ministre du Québec, Christine Fréchette, elle, est restée prudente dans ses propos. Elle dit vouloir attendre de voir les décrets présidentiels avant de se prononcer. C'est préoccupant, ces menaces, et on va prendre le temps d'analyser là, les décrets présidentiels avant de se prononcer plus en détail. La gestion de l'offre, c'est quelque chose qui est non négociable. On a senti aujourd'hui que les premiers ministres des provinces étaient en mode défensif. Il faut dire que ça fait 18 mois que les tarifs américains ont des conséquences importantes sur les entreprises canadiennes. Et donc, les nouveaux tarifs seraient imposés possiblement sur le miel, l'alcool canadien, le ciment, notamment les bâtons de hockey. Parlant d'alcool, le Québec et l'Ontario maintiennent le boycott des alcools américains sur leur territoire. C'est aussi le cas de la Colombie-Britannique. Because I can't help but feel prouder to be a Canadian right now. That our integrity is intact as a country, that we know what we stand for, we know who our friends are, and we're willing to stand up for those things. There is not a chance in hell that U.S. alcohol is going back on the shelf. And when those tariffs are applied, it increases the cost for families and to do business on both sides of that border, for American families as well as for Canadian families. We'll take our time to have the conversations here about this, and I look forward to hearing from the Prime Minister and what the strategy is and how premiers can play a role. Le Conseil de la Fédération se poursuit demain et jeudi. À Montréal, Élie Mercure, pour Nouveau Info. Et autre conséquence de ces nouvelles menaces tarifaires du président Trump, le Canada annonce qu'il ne sera pas des célébrations pour l'ouverture du pont international Gordie Howe qui doivent se tenir du côté américain. L'ouverture du pont qui relie Windsor en Ontario et la ville de Détroit au Michigan est prévue lundi prochain. Une cérémonie exclusivement canadienne devrait par contre avoir lieu ce vendredi. Et on poursuit la discussion avec Christopher Skeete, ministre responsable des Relations internationales et de la francophonie. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Bon, là, on a le premier ministre canadien, Mark Carney, qui dit toutes les options sont sur la table. Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, dit il faut répliquer dollar pour dollar. Donc, ce sera quoi la stratégie du Québec, là? Ben, en fait, nous, on attend de voir c'est quoi la stratégie d'Ottawa. Vous savez, Ottawa est responsable de négocier avec les États-Unis dans le contexte. Puis nous, en fait, ce qu'on souhaite faire, notre priorité, c'est de protéger l'économie québécoise, les emplois québécois. Les tarifs actuellement affectent le Québec de manière disproportionnée. Et donc, nous, on veut juste savoir c'est quoi le plan. La bonne nouvelle, c'est que la première ministre Fréchette est avec M. Carney aujourd'hui à Charlottetown. On espère avoir des nouvelles à ce niveau-là. Ouais. Mais quand même, le Québec a déjà bougé de son côté. Après les premiers tarifs, on a retiré l'alcool américain. Et visiblement, ça dérange Donald Trump. Est-ce que ça, c'est quelque chose on pourrait revenir en arrière là-dessus? Est-ce que ça fait partie des stratégies qui sont sur la table du côté du Québec? Bien, en fait, nous non plus, on exclut rien. Puis notre souhait le plus profond, ça serait de remettre l'alcool américain sur nos tablettes. Rappelle qu'on a enlevé l'alcool en réplique à des tarifs qui étaient injustifiés et voire à l'encontre de notre rencontre de libre-échange. Et donc, notre souhait le plus profond, c'est de revenir à la normale, même si on en doute.
Est-ce qu'un retour à la normale est possible dans ce cas-ci? Là, je pense à l'alcool, mais le Québec a quand même d'autres cartes dans son jeu, entre autres la carte de l'énergie. Oui. Vous savez, on est un État qui respecte sa parole. On a signé un contrat avec les États-Unis. En ce moment, c'est pas dans les cartes de reculer là-dessus. Puis je pense que ça serait assez mal avisé. Ce que je vous dirais, c'est qu'en ce moment, notre souhait, c'est de protéger l'économie, les emplois, les entreprises québécoises. Et c'est pour ça qu'on mise beaucoup sur la diversification de notre économie. Je passe beaucoup de temps, entre autres en Europe et aussi plus récemment à l'OTAN, pour essayer de positionner nos entreprises, surtout dans le secteur de la défense, dans cette nouvelle économie qui se dessine. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que oui, les entreprises essaient de tisser de nouveaux liens d'affaires avec d'autres marchés que les États-Unis. Mais maintenant, comme gouvernement, est-ce que vous promettez encore plus d'aide aux entreprises alors que cette menace-là est quand même de 50 % C'est des tarifs qui vont faire très mal si on les applique? La bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà agi et les programmes sont encore en vigueur. On a mis 1,6 milliard de dollars sur la table pour aider les entreprises québécoises à diversifier leurs différents marchés. On a aussi mis un programme en place pour accélérer la productivité des entreprises et on essaie justement de positionner nos entreprises à l'étranger dans les nouveaux secteurs. Est-ce qu'il pourrait avoir de l'aide supplémentaire? Est-ce qu'il pourrait avoir de l'aide supplémentaire? Oui. C'est sûr qu'on va être là pour répondre à tous les enjeux pour nos entreprises, mais l'argent qu'on a mis n'est pas tout dépensé. Donc, s'il y a des gens qui sont affectés, ils vont avoir de l'accès à cet argent-là. C'est pas comme si c'était une enveloppe qui est vide, là. Okay. Tout est encore disponible. Monsieur le ministre, vous avez dit que Mme Fréchette rencontre aujourd'hui M. Carney, a rencontré M. Carney. Ça fait des mois qu'Ottawa négocie, dont le ministre Dominique Leblanc qui assure que ça avance avec les États-Unis. Est-ce que ce soir, vous avez des doutes en ce qui a trait à la stratégie d'Ottawa? Oui. Écoutez, on a hâte d'entendre le plan. Je pense qu'après 1 an maintenant du gouvernement Carney, puis 2 ans depuis l'élection, je pense que dû à savoir est-ce que le plan fonctionne, puis est-ce qu'on a vraiment quelque chose dans les cartons pour faire avancer. Comme je vous dis, le Québec est disproportionnellement affecté par les tarifs, et nous, notre intérêt, c'est de protéger les entreprises. Moi et Mme Fréchette, on a déposé récemment une nouvelle politique internationale, puis on l'écrit noir sur blanc. Là. Nous, on va défendre nos intérêts nationaux, et si on n'est pas adéquatement consulté, si jamais on n'a pas un sentiment que ça l'avance, mais on n'exclut pas de ne pas se considérer lié par des ententes qui vont être signées. Donc, on met de l'avant notre intérêt national pour la première fois. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Ça me fait plaisir. On va suivre ça avec attention. Au revoir. Parlons maintenant des feux de forêt qui font toujours rage dans le nord de l'Ontario. Plus de 734 000 hectares ont été brûlés jusqu'à maintenant. Une dizaine de communautés, pour la plupart des Premières Nations, ont été évacuées. 2 ont été complètement décimées. Les chefs de plusieurs d'entre elles demandent maintenant au premier ministre Doug Ford de déclencher une enquête publique sur la gestion des feux de forêt. Les chefs autochtones dénoncent notamment le manque de communication et de soutien lors des évacuations de leur communauté. Ils interpellent aussi le gouvernement fédéral pour qu'il tienne ses responsabilités dans ce dossier. And our community was on its own. The federal government has responsibility here too. We won't accept any jurisdictional disputes. In the year 2026, how could this happen? More importantly, how do we make sure this never happens again? My members have suffered a great loss. The videos, the pictures that are out there right now don't do justice. It's horrible. It's awful. Une enquête est présentement en cours après la chute d'un bambin dans une garderie de Beauport, dans la région de Québec. L'enfant de 2 ans serait tombé de la fenêtre du 2e étage le 10 juillet dernier. Depuis, des parents et d'anciennes employées dénoncent la gestion de l'établissement. Les ratios n'étaient jamais respectés. Il fallait tout le temps couper les heures, jamais dépasser plus que 40 heures. On ne payait pas les heures supplémentaires. Premièrement, ça fait que les éducatrices, ils partaient toutes. Tout le monde trouvait ça trop dur. 9-18 mois, quand tu es nouvelle dans le domaine, c'est impossible. On avait beaucoup d'employés qui avaient des antécédents à leur dossier. Donc, on les prenait pareil parce qu'on manquait de personnel. Pas spécialement des antécédents envers des enfants, mais des antécédents quand même qui fait qu'on perd un peu la confiance de l'éducatrice aussi.
Le développement éolien pourrait bientôt faire face à de nouvelles contraintes dans Mackinac. Le Conseil des maires veut renforcer son règlement, ce qui réduirait considérablement les sites où des éoliennes seraient construites par TES Canada. On partait d'à peu près 80 éoliennes potentielles. Puis là, si tout est accepté, là, il en resterait à peu près là, une quinzaine. Là. Il y a déjà comme presque 2 ans, là, on avait adopté une première mouture du règlement de contrôle intérimaire pour venir encadrer l'implantation d'éoliennes. En fait, dans la MRC de Mackinac, il n'y avait aucun règlement. Parmi les changements proposés, la protection de l'eau prend aussi une place importante. De nouvelles zones d'exclusion seraient créées autour des prises d'eau municipales et dans certains secteurs où les nappes phréatiques sont plus vulnérables. Dans une déclaration écrite, TES Canada tient à préciser qu'une version précédente du RCI de la MRC de Mackinac avait été jugée non conforme par le gouvernement du Québec et que le nouveau règlement est encore plus restrictif. Comme le gouvernement du Québec l'a déjà affirmé à de nombreuses reprises, une MRC ne peut pas, de façon détournée, instrumentaliser son RCI afin d'empêcher le développement éolien sur son territoire. Le projet Mauricie a fait l'objet d'un important travail d'optimisation afin de réduire les impacts et de répondre aux préoccupations exprimées sur le terrain. C'est pour gagner du temps. Et je crois, c'est mon humble avis, qui est fait pour être, en fait, intentionnellement bloquer le projet. On ne peut pas prohiber, là je vais parler juridique, mais on ne peut pas prohiber des activités. Donc on a suivi cette voie-là de modification du règlement. Maintenant, après ça, ça va être dans la cour du MAMACH et c'est eux qui vont nous donner leur approbation ou leur refus. Là. Le projet ne peut pas se faire à 14. C'est impossible. C'est impossible, ils n'y arriveront pas. Ils ont besoin d'électricité. C'est de l'autoproduction. C'est des retombées économiques qu'on ne peut pas passer à côté. C'est un projet qui va rassembler. Certains vont dire que là, présentement, ça divise. Oui, il n'y a pas un projet qui fait l'unanimité. Là. Ça n'a jamais existé. Mais les gens, il faut qu'ils voient un peu plus loin. C'est une technologie future qui va... il ne faut pas rater le train qui passe. Là. Le règlement n'est pas encore en vigueur. Il devra maintenant franchir les prochaines étapes d'approbation avant d'être appliqué officiellement. En Mauricie, Coralie Morancy pour Nouveau Info. Les campements sont de plus en plus tolérés, notamment en Longueuil. Mais voilà que des personnes en situation d'itinérance se font chasser du terrain où ils se sont installés. Et la Ville ne peut rien faire puisqu'il s'agit d'un terrain privé. Véronique Dubé. Hélène? Hélène, c'est Véro? Le boisé que vous voyez se trouve derrière un centre commercial à Longueuil. Ici, il y a une quinzaine de personnes en situation d'itinérance qui ont érigé leur tente depuis plusieurs mois. Avez-vous eu des plaintes? Non. Non, il n'y a personne qui nous a vu. Personne ne voyait ça. On est tranquille, là. Vous ne voyez pas là, du terrain. On ne fait pas de gros feux, on ne fait pas de grosses affaires. On est tranquille. L'espace vacant est très vaste. Comme vous voyez, il n'y a pas nécessairement de voisins. Sauf qu'on leur a demandé de quitter les lieux. Ils ont reçu cet avis. On leur demande de démonter leurs installations et de se relocaliser. Ça ne dérange aucunement personne. C'est juste qu'il faut voir un peu la sécurité pour ce qui est des incendies, mais si le monde sont responsables, il n'y a pas plus de danger qu'ailleurs. La Ville de Longueuil tolère les campements comme celui-ci lorsqu'ils sont situés sur son territoire. Mais cette fois, l'avis est émis par une entreprise privée. Espace Localia. La date butoir du démantèlement, c'est aujourd'hui, ce matin, mais ça n'a toujours pas bougé. Les campeurs disent qu'ils n'ont pas reçu de visite. On veut donc savoir pourquoi cette entreprise veut les démobiliser. Comment tu réagis à ça? J'étais surpris, ça fait 3 ans que je suis ici. Okay. Fait que je m'attendais pas à voir c'est les courtiers immobiliers à côté qui font l'éviction. Il n'y a pas quelqu'un chargé de projet qui pourrait me parler de ça, me confirmer qu'est-ce qui se passe? Non. Nous avons voulu savoir si Espace Localia a l'intention d'utiliser le terrain pour construire des condos. Nous attendons toujours une réponse. À Longueuil, Véronique Dubé pour Nouveau Info. On n'a jamais autant consommé de musique. Mais est-ce qu'on écoute assez d'artistes québécois? Il semble que non. Son récent rapport de la firme Luminate, la province trône même au sommet des endroits où l'on écoute le moins de musiciens locaux. Marie Cassimard. Est-ce que la dernière chanson que vous avez écoutée était québécoise? Plus ou moins. Plus ou moins. Je suis plus côté anglophone, ouais. J'apprécie plus la musique québécoise. J'écoute majoritairement de la musique anglophone. Si la réponse est non, bien vous n'êtes pas les seuls. Le Québec est l'un des endroits dans le monde où l'on écoute le moins notre propre musique. Ça fait un moment qu'on voit que les parts de marché de nos artistes sur les plateformes d'écoute en ligne sont extrêmement faibles. 7% pour les pistes d'artistes québécois en 2025 et 5% pour les pistes d'artistes québécois francophones. Ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux qui
qui gère les algorithmes. C'est comme la place pour la musique québécoise n'est pas vraiment mise de l'avant sur ces réseaux-là. On fait vraiment compétition avec toutes les grosses autres méga trends ou méga hits. Si on rend notre musique visible, ça va se traduire dans des écoutes en ligne. Aujourd'hui, il faut sortir 4-5 pièces musicales avant la sortie de l'album à des rythmes de 4 semaines pour montrer justement à la plateforme et à l'algorithme de la plateforme que on est en activité pour avoir plus de chances aussi de rentrer dans les playlists. À quel point tu te laisses influencer par ces algorithmes-là qui dictent en quelque sorte la façon dont tu vas être rémunéré, la façon dont... Autrefois, les gens allaient essayer d'écrire des chansons pour avoir un hit radio, tu sais. J'ai l'impression que des fois, les gens peut-être vont adapter leur écriture pour essayer de rentrer dans les codes un petit peu plus des réseaux sociaux pour avoir ce potentiel de viralité-là. J'ai essayé une stratégie que j'osais pas faire avant, qui me tannait, en fait, qui était de jouer à répétition une chanson sur les réseaux sociaux. J'ai fait 25 jours d'affilée où est-ce que on entend ma tune. Le résultat est concluant. On le voit direct sur les chiffres, justement. On le voit, c'est devenu ma chanson la plus streamée là, de l'album dans les dernières semaines. Il n'y a pas un problème d'accessibilité, il y a un problème de visibilité. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est centraliser toute l'offre, que ce soit québécoise, franco-canadienne, dans un seul lieu. Je commence avec une facile, OK? Non, non. Les cow-boys fringants, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Juste étoile filante. Facile. Je suis censée savoir c'est qui? C'est genre les cow-boys fringants. C'est genre les cow-boys fringants. Ils chantent beaucoup en anglais. C'est une de ces rares en français. Il était au festival de jazz. Bien, je reconnais la chanson, mais dire l'artiste... Je vais vous le dire, puis vous allez faire « Ah! Patrick Watson? » Ah non, je ne l'aurais pas eu. Non? C'est pas lui, je pensais. Okay. Puis si tu avais un artiste à lui recommander, un artiste québécois? Dédé Fortin, les colocs. Tu sais, c'est musique populaire, du peuple. Tu mets ça à une fête, il y a tout le monde qui se met à danser, qui vient sur la piste. Qui connaît les paroles. Ouais. Et le magasin général, quand j'y retourne, ça me fait assez mal. À Montréal, Marie Cassima pour Nouveau Info. En France, les réseaux sociaux seront interdits aux moins de 15 ans. C'est une première en Europe. La nouvelle législation doit entrer en vigueur dès le 1er septembre. Pour les nouveaux comptes et pour les profils déjà existants, eh bien, l'interdiction sera appliquée le 1er janvier prochain. Les différentes plateformes devront mettre en place des dispositifs de vérification de l'âge. La bande sonore de la série Heated Rivalry, ou si vous préférez Rivalité passionnée, s'est hissée au 8e rang du Billboard 200 aux États-Unis. C'est la première fois que la musique d'une émission de télé arrive à le faire depuis 10 ans. La série sur l'histoire d'amour de 2 joueurs de hockey connaît tout un succès depuis sa sortie en novembre dernier sur la plateforme Crave. La 2e saison est attendue au printemps prochain. Alors voilà, c'est complet pour ce soir. Toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. Demain, on continue de suivre la rencontre des premiers ministres des provinces à Charlottetown. On va aussi faire le point sur les dommages causés par la météo. Là-dessus, bonsoir, bonne nuit et à demain tout le monde.